Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. C'est un nouveau numéro de 2 heures de marche sur Montagne TV. Nous sommes à l'hôtel Le Lac à Talloires, à proximité du lac d'Annecy. Et aujourd'hui, nous allons parler aventure et exploit en compagnie de Charles Eldrich. Il est aventurier, alpiniste, rameur. Il est également un grand spécialiste des expéditions polaires. Il viendra nous parler de son tout prochain projet. Nous recevrons également Philippe Bonnem. Il est rédacteur en chef d'Alpes Magazine. Il vient nous voir à l'occasion de la sortie d'un livre qui s'intitule Montagne à la une. Et nous parlerons en fin d'émission de musique avec le festival Sèvestival. C'est à Sévrier. Cela se passera les 28 et 29 juin prochains. Nous serons en compagnie du créateur du festival. Il s'appelle Xavier Bocchi. Tout le monde est en place, tout le monde est maquillé, tout le monde est prêt. 2 heures de marche, ça démarre tout de suite. Charles Eldrich, je suis ravi de vous rencontrer. Bonjour, moi aussi. Parce que je suis admiratif de vous. Plus que vous devez l'être de moi, j'imagine. Je vais quand même, en 2 mots, vous dire un petit peu qui est ce monsieur. Partir à la voile, faire un tour du monde en solo, en autonomie et hors compétition. Bivouaquer à 8000 mètres d'altitude pour atteindre le toit du monde. S'essayer à la rame et battre un record de vitesse. Passer 62 jours en solo avec Arnaud Tortel, en autonomie complète, sur la banquise, dans des conditions éprouvantes, pour boucler la traversée pôle Nord-Groenland, ou encore se lancer dans 6 mois de rame en solo pour réussir le tout premier aller-retour sur l'Atlantique à la rame. Et j'aurais pu en rajouter comme ça des tonnes et des tonnes. Ça fait maintenant 10 ans que vous faites vraiment du sport d'aventure, de la compétition dans ce domaine? 10 ans, j'ai pas pu démarrer avant, autrement je l'aurais fait, parce que j'avais pas la crédibilité suffisante pour convaincre qui que ce soit, Oui. partenaires et médias. Donc j'ai attendu d'avoir suffisamment d'argent personnel pour... donc j'avais une société de chasseurs de tête que j'ai développée, c'était pas très gros, un peu partout en Europe, aux États-Unis. Je l'ai introduite en bourse, je l'ai vendue et j'ai tout financé moi-même pendant 5 ou 6 ans. Pourquoi? Alors, dans mon style... C'est toujours la question qu'on se pose quand on a affaire à un explorateur, à un aventurier comme vous. Pourquoi? Et alors, dans mon style, il semblerait que mes motivations soient relativement singulières, si on peut dire. En général, un marin, un alpiniste, un aventurier déteste le foot, par exemple. Moi, je suis passionné, vous allez voir où je veux en venir. Et de foot, mais de tennis, de vélo. De sport, de manière générale. Et si j'avais eu le talent pour être champion de tennis, ça aurait été, disons, la même passion. Maintenant, je n'avais pas ce talent, donc très vite, j'ai senti que j'avais aucune possibilité d'aller très loin. Et à l'inverse, dès que j'ai touché des sports où à la fois l'endurance, la rusticité, dernièrement, j'ai passé 145 jours avec 1 mètre carré pour vivre sur mon aller-retour sur la traversée de l'Atlantique à la rame. Là, j'ai vu, ça me plaisait évidemment, et puis au-delà de ça, j'avais quelques prédispositions. Donc très vite, dès l'âge de 20 ans, j'ai identifié l'aventure, au sens large, comme une discipline à part entière sur laquelle j'espérais pouvoir évoluer au plus haut niveau mondial, avec 2 modèles en particulier, Steve Fossett et Mike Horn. Très bien. Alors, le côté physique, vous l'aviez pour justement devenir un marathonien plus qu'un sprinter, sur le principe. En tout cas, quelqu'un qui a vraiment l'ambiance. Tout à fait. Le mental, vous l'aviez déjà travaillé en tant que chef d'entreprise? Vous saviez que vous pouviez avoir un mental comme ça qui allait résister à toutes les épreuves? Alors, moi, il faut savoir que je n'ai rien travaillé du tout. Et je dirais même que sur le terrain de l'aventure, notamment par exemple des expéditions himalayennes, je pense que déjà de penser à travailler le mental, c'est déjà un signe qu'il ne faut peut-être pas trop se lancer dans ce genre d'activité. Alors, il y a une chose que j'ai appréciée dans votre discours, c'est que quel que soit l'exploit que vous allez réaliser, vous êtes toujours préparé à l'échec. C'est-à-dire que vous dites, dans une aventure, à un moment donné, ça peut forcément s'arrêter. Alors voilà, en plus, il faut savoir que les Français ont toujours été relativement à la pointe de l'aventure, que ce soit en mer, en expédition polaire, en montagne, bien évidemment, avec par exemple l'expédition Premier 8000, en exploration, avec des gens de toute nature. Par contre, d'une façon générale, le français, notamment en matière d'entreprise,
est pas très bon pour surmonter les échecs. Alors je vais donner une anecdote. Par exemple, dans mon métier de chasseur de tête, une question qu'on posait systématiquement à des candidats aux États-Unis, parlez-moi de vos échecs. Parlez-moi d'un échec que vous avez surmonté. Une question qu'on ne posait jamais Bien sûr. en France. Au contraire, un échec, par exemple une faillite. On essaye de le cacher. Une faillite, si vous voulez, vous êtes au banc Vous ne des chefs réussirez d'entreprise. jamais, bien sûr, Voilà. bien sûr. Donc j'ai toujours, sur quelques expéditions sur lesquelles je suis parti, toujours avant de me décider sur l'expédition, je me dis évidemment, il faut absolument que tu aies pas mal de chances pour réussir, mais dans l'hypothèse où ça ne marche pas, est-ce que tu vas être capable de surmonter et de rebondir. de Vous en avez vécu des échecs? Alors bon, oui, j'en ai eu un. Oui. Bon, globalement, je dois dire, j'ai eu une chance pour l'instant totalement insolente. Réussir le Dakar moto du premier coup, l'Everest du premier coup, le Tour du monde pendant le Vendée Globe du premier coup, rien que ça, c'est déjà pas mal. Sur les cartes de visite, ça fait bien. J'ai fait ce qu'il fallait, mais au-delà de ça, je suis le premier à dire beaucoup de chance. Un échec, j'étais parti pour battre le record de vitesse sur le pôle sud en kite, détenu par Borge Ousland, pour ceux qui connaissent. Sur le papier, c'était jouable. Je devais même le battre très largement. J'ai attrapé une infection urinaire à peu près à mi-parcours. Alors pourquoi je l'ai attrapé là et pas ailleurs, je ne saurais jamais. Bien sûr. Donc voilà, c'était quand même au début de mes aventures, donc bon, ça a été quelque chose qu'il a fallu gérer, évidemment. Alors, par définition, un aventurier, on se dit, c'est un gars un peu inconscient, un peu foufou, mais c'est tout le contraire. C'est-à-dire que tout est préparé, tout est étudié, tout est très minutieux dans une préparation. Bah, disons qu'il ne faut pas l'être trop, il faut évidemment être passionné, il faut donc pas être inquiet par les risques qu'on peut prendre, mais en même temps, si on est motivé par les risques, ça ne dure pas très longtemps, Ouais. hein, ce genre de passion. Donc il faut effectivement bien gérer les choses, tout faire pour se préparer physiquement par rapport à l'aventure, l'expédition sur laquelle on part, avoir la bonne logistique, la bonne organisation. Alors vous êtes bien entouré, vous avez des enfants? 3 enfants. Vous avez une femme? Une femme, oui, qui travaille à 100% dans cette passion. Et donc, comment ils partagent cette passion avec vous? Ils sont Alors, dans le flip permanent? alors mes 3 enfants, bon, ils m'ont toujours vu faire ça. Donc à la limite, il faudra leur poser la question, Ouais. mais je pense que leur réponse, ça serait probablement de dire, bah, pour nous, c'est naturel, quoi. Oui, oui. Pour Patricia, donc ma femme, donc elle est investie à 100%. Donc, ensemble dans la création de cette entreprise précédemment. Donc elle, je pense, là aussi il faudra lui poser la question, elle, ce qui la dérange évidemment le plus, c'est l'aspect danger. L'aspect danger, Bien sûr. mais ceci dit, après le danger, comme beaucoup de choses, c'est une notion très relative. Donc il est évident que des expéditions himalayennes, type 8000 par exemple, même une voie normale, ça reste extrêmement dangereux. Bien sûr. La mer c'est dangereux. Il est évident que sur la prochaine expédition, je vais prendre plus de risques que si je reste, ce que j'adore, devant ma télé pour regarder le Tour de France. Mais c'est quand même un niveau de risque en dessous. Donc elle est un peu plus sereine que quand je pars en Himalaya ou quand je pars sur une première au pôle Nord, comme on l'a fait avec Arnaud Tortel. Alors on va parler d'ici quelques instants de la prochaine aventure. J'aimerais qu'on parle de la dernière en date, peut-être celle qui en tout cas a marqué les esprits en 2012. Traversée de l'Atlantique à la rame. Déjà faire l'aller, c'est énorme, mais de faire l'aller-retour, c'est colossal. Alors, vous allez me dire une fois parti, bah, une fois qu'on est parti, on est parti, mais pourquoi pas? Bon, alors, donc, l'aller, donc j'ai toujours aujourd'hui le record de vitesse sur l'Atlantique Sud. Ouais. Bon, donc j'avais vu, là aussi, évidemment, moi je suis attiré par l'aventure en général, mais chaque fois que je peux battre un record, réaliser une première, c'est encore plus Bien sûr. motivant. Donc j'avais vu qu'à la rame, j'avais des prédispositions, par exemple, encore plus fortes qu'en Himalaya. En Himalaya, les gens très très forts, en général, c'est plutôt des petits gabarits assez secs. C'est pas vraiment mon profil. Alors qu'à la rame, plus vous êtes grand, plus vous êtes costaud, plus vous emmenez de l'énergie avec votre bateau. Donc j'avais identifié très vite que ça me correspondait assez bien. Et donc je suis parti.
Et j'ai passé 145 jours en mer et j'ai été le premier à réaliser un aller-retour sans assistance, sans ravitaillement sur l'Atlantique à la rame. Donc parti de Saint-Pierre-et-Miquelon, donc Amérique du Nord, Europe, Canaries à tribord, Cap-Vert à tribord et arrivé aux Antilles il y a maintenant 5 mois. Donc. 145 jours, ça paraît colossal. La prochaine expédition, alors que le soleil et l'été commencent à s'installer chez nous, et on a mis du temps, hein, on l'a attendu cet été, vous repartez vraiment dans les glaces. Voilà, donc la prochaine expédition, je vais essayer d'être le premier à réussir le passage du Nord-Ouest à la rame. Donc départ du détroit de Bering, nord de l'Alaska, nord du Canada et arriver au Groenland en mer de Baffin. Nous sommes aujourd'hui le 11 juin au moment où cette émission est enregistrée, vous partez dans 8 jours. Oui. Tout seul? Tout seul, donc tout seul sur les parties d'eau libre. Je vais être plus rapide, plus efficace sur mon tout petit bateau, hein, qui est un bateau en Kevlar. Pratiquement indestructible. Alors Quasi. en théorie, Quasi. maintenant, non, a priori, 160 kg à vide, Kevlar carbone, donc il peut être pris dans les glaces. Et sur ce passage du Nord-Ouest, il y a une dizaine de petits villages, Tchouk au départ, Inuit sur la partie Canada, et sur les étapes les plus engagées, les plus difficiles, où il va y avoir beaucoup de glace, beaucoup de banquises, et des ours également, parce qu'il y a des zones où il y a beaucoup d'ours, l'ours blanc étant très très dangereux, je serai accompagné d'un équipier. C'est la première fois que je recevais un Superman dans l'émission. Alors je vais quand même présenter cet ouvrage. Il vient de sortir. Il n'y a pas très longtemps. Oui. Charles Eldrich, 10 ans de sport, aventure. C'est aux éditions Respectons la Terre Édition. C'est vous-même qui l'éditez, parce que Respectons la Terre, c'est une association que vous avez montée. C'est une association, donc comme je suis passionné de sport en tout genre, j'ai trouvé sympa, et ça n'existait pas, de réunir à la fois des marins. On a par exemple Xavier Macaire qui actuellement est 4e de la solitaire du Figaro, à l'instant où on se parle. Des Himalayistes, Bernard Muller, avec qui j'étais au sommet de l'Everest, des coureurs de ski alpinisme, Mathéo Jacquemou, pour ceux qui voient qui c'est, là, il vient de pulvériser le record de vitesse sur le Mont Blanc, il y a de ça quelques semaines, et puis des spécialistes outdoor de tout genre, des spécialistes d'épaule, par exemple comme Arnaud Tortel, avec qui on a réalisé une première au pôle Nord. Et qui viendra peut-être également vous retrouver sur cette expédition. Voilà, c'est en tout cas un personnage incroyable. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous procurer cet ouvrage. Charles Eldrich, merci d'avoir été avec nous. Qu'est-ce qu'on dit à un aventurier qui part comme ça? On lui dit merde ou on lui dit autre chose? Oui, donc il faut avoir de la chance, hein, parce qu'il faut savoir que, on en a parlé, donc la chance, ça fait partie de toute activité humaine, et notamment là, même s'il y a la fonte de la banquise qui va permettre probablement de réussir cette expédition. De passer plus facilement, oui. Il peut y avoir des années, comme on vient de le voir avec ce printemps, donc très froides, donc il faut de la chance, il faut que les ours ne soient pas trop présents, il faut que les courants soient dans le bon sens, voilà, donc de la chance, un peu de chance. On croise les doigts pour vous. Merci beaucoup. On va continuer à parler de montagne d'ici quelques instants. Philippe Bonnem sera notre invité. Il est le rédacteur en chef adjoint de Alpes Magazine et on parlera avec lui d'un autre livre qui vient de sortir. Merci Charles. Un plaisir. Merci Stéphane. Philippe Bonnem est maintenant notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation, Philippe. Philippe, rédacteur en chef adjoint, je le précise, à Alpes Magazine. Vous ne voulez pas prendre la place de rédacteur en chef? Non, je suis bien où je suis. Vous venez nous voir à l'occasion de la sortie d'un livre qui s'intitule La montagne à la une, que vous avez écrit ou coécrit avec Catherine Destével. Comment se sont répartis les rôles exactement? En fait, c'est un peu une conjonction de deux envies. Moi, j'avais envie d'écrire un livre sur l'histoire de match et de la montagne parce que je travaillais sur ce matériau depuis très longtemps via mon travail principal sur Alpes Magazine et régulièrement on faisait appel aux archives de match pour illustrer telle ou telle séquence historique sur des grandes ascensions. Et il se trouve que j'ai rencontré Catherine à l'occasion d'une interview, on s'est bien entendu et on a continué à échanger et un jour l'occasion s'est présentée de faire ce livre. Moi, j'avais très envie de le faire et elle m'a donné les moyens de le faire. Après, la répartition du travail, elle est plus classique, c'est-à-dire que moi, je suis plutôt, je dirais,
le gars qui va mettre le texte de fond. Et Catherine, par contre, elle apporte un éclairage puisqu'elle a interviewé ou fait réagir des grands alpinistes pour apporter ce qu'on appelle des petites relances dans le texte. Mais globalement, ça a été un travail assez intéressant à faire parce que Catherine, c'est une grande alpiniste déjà, et c'est quelqu'un qui aussi s'interroge un peu sur l'histoire de l'alpinisme, hein. Ce qui n'est pas toujours fréquent chez les alpinistes, hein. Du coup, il y a cette partie historique qui est quand même importante puisque, grosso modo, Match, ça a été, enfin, si on peut utiliser ce terme, l'un des plus importants propagandistes de la montagne. Alors, on connaît effectivement le parcours professionnel de Catherine Destivelle, grande alpiniste, vous venez de le dire. Vous avez une vraie légitimité aussi dans le domaine, puisque vous êtes à Alpes Magazine depuis maintenant quelques années. Vous êtes arrivé, c'était le numéro 6, me semble-t-il. Oui. On en est au numéro 145. 145, oui, 143. C'est un bimestriel. C'est un bimestriel, ouais. Donc ça en fait quelques années quand même. Oui, moi, c'est clair que c'est un domaine qui m'intéresse depuis, je dirais, l'adolescence, puisque j'ai eu la chance de fréquenter déjà en tant que client, c'était d'ailleurs assez intéressant, des gens comme Patrick Valençan, Oui. qui dans les fins des années 70, début des années 80, quand ils étaient, je dirais, au sommet de leur gloire, avaient créé des stages de pentraide et au Grand Montet à Chamonix. Donc c'était une ambiance un peu folle, mais en même temps, moi j'étais jeune, j'étais ado, et Patrick, c'était quelqu'un qui avait une espèce de... C'était un déchaîné, c'est-à-dire qu'on allait dans la pente, Yahoo, voilà, c'était ça l'ambiance Grand Montet des fins des années 70. Et il faut que ça passe. Et j'ai eu envie, en fait, parce que j'ai fait des études après, de me dire, mais ça serait quand même bien, moi, que je passe de l'autre côté du miroir et que je raconte, parce que souvent, ce qui se passe... L'envers du décor, les coulisses. Voilà. Les grands alpinistes sont des gens qui ont du mal à parler, je dirais, de leur passion. Ça reste souvent assez limité en termes d'adjectifs, on va dire. Et en même temps, c'était des années très, très riches. Ça, on s'en rend compte après, puisque ça correspond grosso modo aux années Christophe Profit, Éric Escoffier et Jean-Marc Boivin, qui étaient les trois fous furieux de l'époque, qui ont un peu bousculé les conventions en faisant ce qu'on appelle des enchaînements ultra rapides. Et une page d'histoire était vraiment en train de s'écrire à ce moment-là. Et c'est vrai que moi, j'ai eu envie de raconter aussi ces années-là de l'autre côté du miroir, sachant que moi, je suis un petit pratiquant de la montagne et que j'irai surtout pas me mettre là où ils se mettent. Ouais. Alors en même temps, ce que vous racontez, c'est à l'image de ce que l'on peut retrouver dans Alpes Magazine, parce que c'est effectivement quelque chose qui va s'adresser à des professionnels, à des vrais fondus, à des vrais passionnés, mais également à des gens qui veulent découvrir la montagne. Il y a des carnets de route, il y a des randonnées qui sont présentées, il y a plein de choses comme ça. Voilà, moi ce que j'ai... Alors je suis passé par Montagne Magazine, le magazine spécialisé, où là on racontait que la montagne, Bien sûr. Et il se trouve que Alpes Magazine est issu d'un titre qui s'appelait Pyrénées Magazine. Et en fait, c'est pas avoir la grosse tête que de dire ça par rapport à ce titre. Nous, on a su créer ce qu'on appelle un petit géo sur les Alpes. C'est un grand généraliste qui s'adresse effectivement à tout le monde, sans exclusive et sans être, je dirais, dans un discours élitiste. Alors 60 ans de reportage en collaboration avec Paris Match, La Montagne à la Une, je le représente pour que vous le voyez bien. C'est aux éditions, les éditions du Mont Blanc. Quel est l'exploit qui vous a laissé le plus baba, je dirais? Alors ça va vous surprendre, c'est un exploit qui est un peu oublié aujourd'hui. C'est en 79, quand il y a c'est la dernière grosse expédition française au K2, où ils vont manger tout l'argent de la Fédération française de la montagne. Et il y a un gars qui est encore pas très connu, qui s'appelle Jean-Marc Boivin, qui va monter une aile delta de 30 kg à 8300 mètres, et sans aucune, je dirais, possibilité de répéter, il va s'élancer avec une aile à une altitude où quand même l'air est raréfié, pour se poser en quelques minutes plus bas sur le glacier du Balto. Ça, c'est typiquement le genre d'exploit qui préfigure les années 80, c'est-à-dire cette polyvalence, et puis aussi un peu beaucoup de folie, quoi, il faut le dire. Charles Edrich était avec nous au début d'émission, vous l'avez certainement croisé, c'est lui aussi un grand aventurier, il a fait des choses exceptionnelles et il s'apprête à en faire encore d'autres. Quelle est la place d'un journaliste face à une personnalité de ce genre? Est-ce qu'on est forcément admiratif? Est-ce qu'on réapprend l'humilité? Comment ça se passe? Je pense qu'on a un premier niveau quand on rencontre des monstres comme ça qui font des choses extraordinaires, d'admiration, ça dépasse l'entendement, parce que par rapport à ce qu'on fait dans la vie commune. Après, il y a un deuxième niveau, moi qui m'interroge, je me dis où est leur fêlure? C'est la dimension psychologique du personnage. Parce que je me dis, mais comment ils arrivent à caser dans une vie normale, parce que c'est des gens qui ont
des amis, des amours, des emmerdes, et comment ils arrivent encore à faire passer leur passion, je dirais, au premier plan, parce que souvent c'est au détriment d'autres choses. Donc c'est aussi ça, c'est aussi la dimension psychologique et psychanalytique presque du personnage qui est intéressante. Je pense à des personnes par exemple comme René de Maison, que j'ai bien connu, j'ai écrit un livre sur lui. Moi, c'était mon idole quand j'étais gamin, 342 heures dans les Grandes Jorasses. Un type qui passe 15 jours pendu à 4000 mètres par des vents et des froids où, je veux dire, aucun animal, aucun organisme vivant peut résister, il revient. Et après, tu te rends compte que c'est souvent ces gens-là, ils ont besoin, je dirais, d'une dose d'adrénaline que nous, on ne peut pas concevoir. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont hors normes. Alors si vous voulez vivre les aventures exceptionnelles de ces gens racontées par un professionnel de l'écriture, un rédacteur en chef adjoint, mais vous serez rédacteur en chef pour nous aujourd'hui, je vous invite à lire cet ouvrage signé Philippe Bonnem en collaboration avec Catherine Destivelle, La montagne à la une. C'est Paris Match, 60 ans de reportage aux éditions du Mont Blanc. Merci mille fois d'avoir été avec nous, Philippe. On va continuer l'émission et parler musique d'ici quelques instants avec le Sevstival. Ça se passe à Sévrier, c'est les 28 et 29 juin prochains. Xavier est avec nous maintenant. Est-ce que Xavier a commencé à faire ses gammes en vue de la préparation de ce festival qui se déroulera les 28 et 29 juin prochains? Eh bien, il le faut parce que sinon on serait très en retard et pas opérationnel pour accueillir les nombreuses stars qui viennent cette année, artistes réputés, et néanmoins les groupes régionaux qui viennent se promouvoir pour C'est une des particularités de ce festival. C'est une des particularités Alors, de ce festival. Ça veut simplement dire Sévrier Festival. Absolument. 28-29 juin, je le dis. Oui. Alors, beaucoup de groupes régionaux viennent effectivement se produire sur la scène. Oui, ça a été vraiment la volonté d'origine de la création de ce festival rock sur les bords du lac d'Annecy. C'est de donner la possibilité à la jeune scène locale ou moins jeune, plutôt déjà d'envergure régionale, qui sont prêtes à passer le cap du côté professionnel, à pouvoir venir se tester sur une pré-scène qui est encadré par des artistes nationaux, internationaux comme Michael Jones, parrain du festival depuis l'origine. Et puis pourquoi pas, pour nous, notre ambition, somme toute modeste, serait d'être le tremplin de festivals beaucoup plus importants, d'envergure nationale. Je parle en l'occurrence de Musilac, mais pourquoi pas Lévier les Charrues, voilà. Et de dire, voilà, ces groupes repérés pourraient passer à une étape supérieure et être le pont vers quelque part ce qui pourrait être leur métier à venir. Vous êtes un témoin. On est un témoin, voilà. C'est la 3e édition cette année. C'est la 3e édition. Il y a une thématique à chaque fois. L'année dernière, c'était le thème pop-rock un petit peu. On reste sur la qualité pop-rock. Même couleur musicale. Même couleur musicale. Alors vous avez évoqué un parrain qui a quand même lui aussi une carte de visite assez connue. Oui, Michael Jones. Guitariste, comparse de Jean-Jacques Goldman pendant de nombreuses années. On ne le présente plus. On ne le présente plus. Lyonnais, il habite pas très loin. Absolument. Et puis effectivement un amoureux des Aravis parce qu'il vient régulièrement, que ce soit au Grand Bornand ou à la Clusa l'hiver. Absolument. J'ai eu l'occasion de le rencontrer à plusieurs reprises. Il est également parrain d'un événement qui s'appelle Glisse en Cœur, qui se déroule chaque année au mois de mars. Oui. Et là, cette année, en tête d'affiche, vous avez quelqu'un qui est très connu aussi et qui a fait la traversée de l'Atlantique. Et qui a, je crois, l'une des plus belles voix de la chanson française. C'est pas faux. Natacha Saint-Pierre. Natacha Saint-Pierre. 2 millions d'albums vendus. 10 ans d'expérience et pas des moindres dans le métier. On a la chance unique de l'accueillir sur la plage de Sévrier. Elle est au lancement de son nouvel album, bonne nouvelle, et en entrée gratuite. Et en entrée gratuite. Il n'y a pas besoin de réserver des places pour ça? Tout le monde peut venir? Vous me disiez entrée gratuite, ça veut dire qu'effectivement ce soir-là ce sera entrée gratuite ou pour l'ensemble du festival? Non, l'ensemble du festival est gratuit. C'est une autre particularité de la philosophie. On veut pouvoir ouvrir le festival au plus grand nombre, à toutes les familles, à donner la chance à tout le monde de pouvoir une fois venir côtoyer de la scène d'envergure sans forcément y mettre un billet important. Vous connaissez le contexte économique bien comme sûr, moi. Bien sûr. Ce qui nécessite pour nous, organisateurs, forcément d'avoir des partenaires solides, privés et institutionnels. Et puis, quelque part, tout se passe aussi dans la convivialité, donc avec de la restauration et de la buvette traditionnelle qui nous permettent d'équilibrer nos comptes. La couleur du terroir. La couleur du terroir, forcément. 28-29 juin prochain, ça va être le feu sur la plage de Sévrier.
Et on parlait de glace tout à l'heure. On a parlé de glace avec Charles Edrich, on a parlé également avec Philippe Bohème de tout ce qu'il a pu voir en montagne. Ça permet de faire une transition assez facile entre la glace et le feu. Actuellement sur Montagne TV, on vous propose un reportage sur l'Islande, terre de glace et de feu que les Vikings avaient déjà découvert il y a maintenant 11 siècles de ça. Nous sommes partis à la rencontre justement des différentes populations. Je vous propose un très court extrait de ce documentaire qui est proposé actuellement sur Montagne TV. Merci beaucoup Xavier. Merci. On a retenu les dates. Juste une petite précision, si vous me le permettez, www.cefestival.com, toute l'info, et dire quand même par rapport à vos invités précédents, c'est une aventure humaine également, c'est 90 bénévoles qui viennent d'univers différents, et je crois que ça s'est remarqué aussi, parce que sans ça, on ne ferait pas le festival. Merci beaucoup. Merci vous avez à vous. noté. À très bientôt sur Montagne TV. Au revoir. Je m'appelle Anne Lehellé. Je me trouve dans Reykjavik, la capitale de l'Islande. Je suis arrivée hier et je me sens un peu dépaysée. Depuis ma jeunesse, j'ai parcouru le monde en tant que régatière dans les compétitions de voile. J'ai fréquenté les océans depuis mon enfance et j'y ai vécu de formidables aventures. Mais j'ai trouvé que le temps était venu de découvrir une autre aventure, celle de la montagne. Étant d'origine bretonne, j'entends parler de l'Islande depuis toute petite. Cette terre mythique dans le nord qui frôle le cercle polaire, pays des volcans et des glaciers, des sources d'eau chaude et de nuits claires d'été. J'ai une envie très forte de la découvrir. Et j'ai prévu de rencontrer des gens qui ont tissé des liens avec l'Islande, qui sont tombés sous son charme rustique. Ils ont chacun vu un côté différent de ce pays et vivent leur passion jusqu'au bout, peu importe si c'est aux entrailles de la Terre ou sur les sommets des glaciers. Je commence ma découverte un beau jour d'été, sur un col enclavé entre deux glaciers. Un groupe de gens auxquels je m'ajoute sillonne un sentier. Ils font un trek de quelques jours, mais pas n'importe quel genre de trek. Un tricotrek.